Merci de nous suivre. Bienvenue. Bonjour à tous. Pour commencer, le sommaire de ce journal. Les examens de fin de cycle des élèves des instituts de formation et d'éducation féminine, les IFEF, 647 candidats concernés, dont 4 hommes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko, a visité un centre d'examen dans la commune de Port-Boué. Dans ce journal, nous irons également à la découverte de Yaya. Cette forêt classée est la mieux préservée de Côte d'Ivoire. Yaya est située dans le département d'Alépé, dans la région sud du pays. Enfin, un record de 71 millions de déplacés et de réfugiés dans le monde en 2018. C'est ce qu'annonce un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies. Direction tout de suite le palais présidentiel dans la commune du Plateau. Un conseil des ministres se tient. Cette réunion gouvernementale est dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. À présent, les activités de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara est à Mans, dans la région ouest du pays, dans le cadre du lancement de la 6e caravane ophtalmologique, initiée par sa fondation Children of Africa. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, va également procéder à une remise de chèques aux femmes de la région du Tonpi, dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Une délégation du Parti communiste vietnamien séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré hier, à la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Vietnam souhaite ainsi consolider ses relations d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire, deuxième partenaire africain de Hanoï. Le point avec Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire, c'est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Le pays entend renforcer cette coopération dans plusieurs secteurs, allant du commerce à l'investissement dans des projets à fort impact sociaux. Ce mardi à la primature, le chef du gouvernement a reçu une importante délégation du Parti communiste vietnamien. Depuis la mise en place de la politique de renouveau en 1986, le Vietnam a enregistré des progrès importants avec une amélioration des conditions de vie de sa population. Une expérience qu'elle entend partager avec la Côte d'Ivoire, mais surtout travailler à faire que les deux pays soient passerelles l'un de l'autre pour les marchés d'Asie et la sous-région ouest-africaine. Je me permets de représenter le Parti communiste du Vietnam, de représenter l'État du Vietnam. Je voudrais vous transmettre les remerciements du parti et de l'État du Vietnam. Nos relations, les relations entre nos deux pays, alors se sont beaucoup développées au cours de ces dernières années, mais vraiment alors, ces relations ne sont pas encore à la hauteur des potentialités de nos deux pays, ne sont pas à la hauteur des attentes de nos deux peuples. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, cette vision est à saluer et augure de bons auspices pour la coopération ivoiro-vietnamienne. Notons que le Vietnam accorde une place importante aux relations entre les deux pays, relations diplomatiques entamées depuis 1975. Le pays a adressé une lettre d'invitation au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour une prochaine visite au Vietnam. Toujours en Côte d'Ivoire, 647 candidats, dont 4 hommes, affrontent depuis le 17 juin dernier les examens de fin de cycle dans les instituts de formation et d'éducation féminine, les IFEF. Les matières consacrées sont la broderie, le crochet, la couture, la pâtisserie et l'éducation en vie familiale. Les résultats seront publiés le 15 juillet prochain. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko, a visité un centre d'examen dans la commune de Port-Boué. On en parle avec Théodore Zouzou et Didier Nguessan. Commune de Port-Boué, Institut de formation et d'éducation féminine IFEF. Ces filles et ce jeune homme doivent reproduire sur un tissu une fleur à l'aide d'aiguilles, enfilées ou d'un crochet. Nous sommes dans une salle de composition pour l'examen de fin d'apprentissage de 3 ans en broderie, main et crochet. Examen sanctionné par une attestation de formation.
L'IFEF de Port-Boué est l'un des 8 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. L'exercice consiste à faire un set de table avec les points de la broderie. Comme on pensait, bon, je vois que c'est un peu facile. Il y a quelques candidates qui, avec le stress, ont eu des difficultés au niveau de la broderie, mais tout est rentré dans l'ordre. Le taux de réussite aux derniers examens des IFEF est de 81% selon les statistiques. La municipalité de Port-Boué accompagne les admis de sa commune pour l'insertion professionnelle. Au niveau de la mairie de Port-Boué, nous avons mis en place un fonds de 100 millions pour l'insertion des femmes. Nous allons voir comment les filles qui ont fait la pâtisserie regroupée, nous pouvons leur accorder une partie de ce fonds-là. Pour cette session 2019, l'on enregistre 647 candidats, dont 4 hommes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant apporte son soutien. Je voudrais d'abord remercier vraiment Monsieur le maire. Je voulais profiter pour saluer les enseignants, les formateurs, pour leur abnégation au travail, la rigueur. Et nous avons l'intention de faire justement la réforme aussi du fonds que nous avons pour qu'on puisse les accompagner beaucoup plus, pour les aider à s'installer. Les examens des IFEF se tiennent sur 5 jours. Ils forment les personnes analphabètes au sortir du système scolaire en broderie, couture, crochet, pâtisserie et en art floral. L'école régionale d'agriculture de Bingéville, désormais rénovée. Cet établissement dispose aujourd'hui de classes et laboratoires entièrement équipés. Les travaux de rénovation ont été financés par l'Union européenne à hauteur de 807 millions de francs CFA. À noter que l'UE a également réhabilité 10 autres instituts professionnels. Astou Touré. Fini les difficultés de l'école régionale d'agriculture de Bingerville. Salle de classe, laboratoire et atelier de formation désormais réhabilités et équipés d'une valeur de plus de 800 millions de francs CFA. Ce geste de l'Union européenne exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI à travers le projet Profam vise à améliorer la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire, c'est un pays leader en Afrique de l'Ouest pour l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture. La moitié des emplois créés, c'est créé dans le secteur d'agriculture. Donc c'est un secteur extrêmement important. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la transformation. Et donc c'est ça, il y a un changement de génération. Vous les jeunes, vous les élèves ici, vous allez avoir une formation qui vous permet de faire une transformation. Et si la Côte d'Ivoire veut aller vers l'émergence, mais c'est vous. Pour le directeur général de l'Institut national de la formation professionnelle agricole, cette réhabilitation va contribuer à l'insertion durable des apprenants à travers une bonne formation. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural n'a pas manqué d'exprimer la gratitude du gouvernement aux donateurs. Aujourd'hui, on a réceptionné un établissement flambant neuf et surtout équipé avec des équipements de dernière génération, que ce soit pour les analyses, pour la formation en informatique. Je voudrais au nom du gouvernement remercier notre partenaire de toujours de l'Union européenne qui a compris que la formation professionnelle agricole est un point essentiel pour la consolidation du développement de notre pays. Grâce au projet Proform, ce sont au total 11 centres de formation professionnelle réhabilités en Côte d'Ivoire par l'Union européenne d'une valeur de 19 milliards de francs CFA. Les meilleurs apprenants du groupe scolaire Koudougou dans le centre-ouest du pays, récompensés récemment. C'était lors de la première édition de la journée de l'excellence dans la région de la Maraoué. À noter que le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé, également parrain de cette cérémonie, a prodigué de sages conseils aux élèves. Kader Sogodougou de RTI Bouaké. La communauté éducative rentre bientôt dans la période des grandes vacances. Restent les examens à grand tirage. D'ici là, pour ceux des classes intermédiaires, livres, cahiers et bics sont en train d'être rangés. À Boisflé, le groupe scolaire de Koudougou célèbre l'excellence. Une célébration pour mettre l'école au cœur du développement de ce village. Les enseignants ont entre leurs mains, dans les modestes bâtiments de l'établissement Koudougou, le futur de Koudougou. Nous avons donc le devoir de réussir notre mission d'éducation et de socialisation des apprenants si nous voulons construire une société émergente. Pour cette première édition,
Ils sont 47 écoliers primés sur un effectif total de 451. Un enseignant, le meilleur de l'année scolaire 2018-2019, a lui aussi été primé. Après l'effort, la récompense rime bien avec joie, honneur et fierté. Je me sens heureux parce que j'ai bien travaillé en classe. J'ai pilonné mes camarades en classe cette année. J'ai une forte moyenne. Je remercie le directeur général de la RTI. Parrain de cette première édition de la journée de l'excellence à Koudougou, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, a invité la communauté éducative de Koudougou à faire de l'excellence une priorité. Chers enfants, par le travail et seulement le travail, le respect des anciens, le respect de vos enseignants, vous allez devenir grands. Travaillez et vous allez réussir. 6 salles de classe, une cantine scolaire, des latrines sont les besoins de ce groupe scolaire. Un tout autre sujet à présent, elle s'appelle Yaya et c'est la forêt classée la mieux préservée de Côte d'Ivoire. Yaya est située dans le département d'Alépé, dans la région sud du pays. Les députés membres de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement ont visité récemment ce couvert forestier. Les précisions de Didier Nguessan. Ces visiteurs ont laissé leur fauteuil de l'hémicycle pour arpenter les sentiers de la forêt. Ce sont les députés membres de la commission en charge de l'environnement à l'Assemblée nationale. En prélude au nouveau code forestier dont le projet de loi sera soumis au vote des députés le 20 juin prochain, ils viennent s'imprégner des réalités du terrain. L'objectif de cette mission sur le terrain, c'est de venir constater de visu les réalités que regorge notre forêt en ce moment. Nous nous réjouissons du fait que des efforts sont entamés par le gouvernement pour que nous puissions retrouver notre couvert forestier. C'est plus de 234 forêts classées. Aujourd'hui, les forêts tenues comme celle de Yaya, on n'a pas plus de 5. Donc cela voudrait dire que nous devons faire des efforts pour pouvoir maintenir en l'état la forêt de Yaya et essayer de reconquérir d'autres forêts totalement dévastées. Petit moment d'échange informel entre parlementaires et responsables des eaux et forêts. Protection de la forêt, collaboration avec les populations riveraines ou destruction des plantations illégales. Aucune question n'est taboue. La forêt classée de Yaya dans le département d'Alépé couvre 23 879 hectares. Créée en 1935, elle compte une flore très variée avec des espèces connues comme le framiré, le niangon ou l'acajou, mais surtout des essences en voie de disparition, notamment le assamela. Avec moins de 18% de taux de dégradation, la forêt classée de Yaya est la mieux préservée de Côte d'Ivoire. Le nouveau code forestier consacre 3 types de forêts sur la base du niveau de dégradation. Il y a les forêts conservées à plus de 75%, qui sont de la première catégorie. Il y a les forêts dont le niveau de conservation vacille entre 25 et 75%, qui sont les forêts de la deuxième catégorie. Et il y a les forêts conservées à moins de 25%, donc si vous voulez détruire à plus de 75%, qui sont les forêts de la troisième catégorie. Yaya fait partie justement de la forêt, des forêts de la première catégorie, c'est-à-dire des forêts les mieux conservées. Seulement 5 forêts classées, celles de Yaya et 4 autres, sont classées dans la première catégorie sur 234 forêts classées dénombrées en Côte d'Ivoire. Les parcelles illégalement défrichées sont reboisées par les agents des eaux et forêts. Une surveillance spatiale est également de mise avec des données satellitaires actualisées tous les 12 jours. La préservation de cette forêt s'explique aussi par son relief très accidenté, un obstacle aux exploitants agricoles et forestiers illégaux. Si la forêt classée de Yaya ne compte aucun campement selon les agents des eaux et forêts, c'est en partie grâce à la collaboration des populations riveraines du village de Mopodji installé à 500 mètres de la forêt. Les élus de la nation sont allés à leur rencontre pour identifier leurs préoccupations. Nos parents, ils sont restés ici dans ce village-là, ils ont bien surveillé la forêt parce qu'on a dit c'est classé, donc ils n'y rentraient pas. Nous aussi, on est restés constamment comme ça dans cette logique-là. Quand il y a un champ dans la forêt, on se met en groupe et on s'en va détruire ça. L'année passée, on a détruit 320 hectares de plantations dans la forêt classée. Et le gouvernement nous a dit cette année de détruire 500 hectares.
La Côte d'Ivoire ne compte plus que 3,4 milliards d'hectares de forêt qui couvrent 11% de son territoire. L'objectif est d'atteindre 40% de couverture forestière d'ici à 2020. L'enjeu est être considéré comme un pays forestier. Le ministère des Eaux et Forêts veut assainir le marché national du bois et améliorer la gouvernance forestière. Ce département ministériel a donc organisé récemment une rencontre entre le secteur public et les professionnels du bois. Les précisions de Astoutouré. Collectivités territoriales, secteur privé, industriel du bois et artisans se réunissent pour une meilleure gestion du bois tout en protégeant la forêt. Le marché illégal prospère plus dans le marché domestique. Et à travers ces différentes études et tout l'accompagnement, nous attendons à la fin de ce processus d'établir des normes de légalité qui vont s'appliquer au marché local, au marché domestique, afin que tout le bois ivoirien qui sera vendu dans ce marché domestique et qui sera travaillé par tous les marchés publics et tous les marchés nationaux puisse être du bois légal. Selon le ministère des Eaux et Forêts, moins de 10% de la consommation annuelle en bois provient des unités de transformation de bois légalement constituées. Pourtant, les besoins en bois et produits dérivés s'accroissent, tant chez les populations que dans le secteur public. Pour assainir le marché national du bois, des mesures sont entreprises par le ministère des Eaux et Forêts. L'objectif pour le ministère des Eaux et Forêts, c'est aussi d'utiliser le levier que constituent les marchés publics pour la promotion de l'utilisation du bois légal au niveau de nos marchés publics. C'est tout l'intérêt de ce projet que nous menons. Et donc l'étude qui vient d'être faite nous permet d'avoir un état des lieux sur ce qui constitue la consommation nationale en matière de bois, ce qui concerne les marchés publics. Et cela nous permettra tantôt de faire des propositions idoines à nos décideurs. 80 participants venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire prennent part à cette rencontre qui permettra d'identifier les différents types d'offres et de demandes en bois et produits dérivés dans les marchés publics de Côte d'Ivoire. On poursuit avec cet atelier de formation à l'endroit des spécialistes en passation de marchés publics dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Les travaux ont porté sur les nouveaux types de dossiers d'appel d'offres. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Ils sont une centaine de spécialistes en passation des marchés publics qui prennent part à cette formation. 3 jours de renforcement des capacités pour lever les difficultés rencontrées dans la mise en application des nouveaux dossiers types d'appel d'offres dans le cadre des projets du programme C2D, contrat de désendettement et de développement. Le propos de cette formation est bien sûr pour chacun d'avoir une meilleure connaissance des documents types d'appel d'offres proposés par l'AFD et bien évidemment des évolutions récentes de la réglementation ivoirienne sur les marchés publics, le fonctionnement de la régulation des marchés publics et de tous les éléments techniques et réglementaires que chaque agent doit savoir. Qui parle de marché public parle de transparence, d'équité entre les différents candidats. Il s'agit d'adopter un dossier type d'appel d'offres qui est même la base de l'équité, la base des critères qui définissent l'égalité, l'équité entre les différents candidats à la commande publique. Les nouveaux dossiers types d'appel d'offres ont été élaborés en 2017, mais les difficultés liées à leur utilisation ont causé un retard dans la passation des marchés du C2D. Cette quête de la qualité exige des entreprises locales certaines aptitudes. Il nous faut donc les accompagner à se mettre au niveau des entreprises internationales. C'est là le gage de leur développement et l'assurance de leur réelle implication dans la transformation de la Côte d'Ivoire. Dispensée par les experts de l'Agence française de développement, la Direction des marchés publics et l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, la formation devrait contribuer à booster le taux de réalisation des projets inscrits au programme C2D. C'est une enveloppe globale de 1151 milliards de francs CFA qui a été dédiée au financement de ces projets pour la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, l'abattoir de la commune de Port-Bouët a désormais une nouvelle salle d'abattage construite selon les normes internationales. Coût des travaux de rénovation, plus de 18 milliards de francs CFA. Ce projet de réhabilitation de l'abattoir de Port-Bouët permet ainsi aux populations de consommer de la viande produite dans des conditions encore plus saines. Nadia Edja et Noël Sakalou.
Rasman Zougrana, la quarantaine est révolue. Il est le responsable des chevillards de l'abattoir de Port-Bouët. C'est en 1994 qu'il s'intéresse à ce métier aux côtés de son père. Cela fait donc 25 ans d'expérience parmi les 130 chevillards que compte l'abattoir. Chaque matin, il supervise les activités sur le marché de gros. D'ici part toute la viande de bétail qui alimente les marchés du district d'Abidjan pour la consommation. La viande est vendue au prix de gros à 2000 francs CFA le kilogramme à l'abattoir quand le prix de détail varie selon les communes. On vend à 2200. Si les clients sont demandés pardon, on peut les 2100 francs comme ça. Moi, je suis à Bassam. Bassam, c'est à 2500, 2800. Mais à l'abattoir, c'est à 2300. Le panier de la ménagère, on le sait, est à la fin de la chaîne de distribution. La viande franchit plusieurs étapes avant l'achat pour la consommation. D'abord, l'acquisition des bêtes en provenance des pays de l'Interland, Mali, Burkina Faso, Niger, mais aussi de la Côte d'Ivoire. En moyenne, 12 camions de bovins et 5 de petits ruminants déchargent chaque jour dans le parc à bétail, soit un approvisionnement quotidien de 540 bœufs et 1000 ovins et caprins. Une fois sur le site, les bêtes sont conduites à la salle de stabulation, un nouveau bâtiment construit pour tenir compte des normes. Ça répond à ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être animal. Ça permet de faire reposer les animaux, de leur donner à boire et ça donne une meilleure qualité aussi de la viande. S'ensuit le processus d'abattage. Manuel auparavant, il a été modernisé dans le cadre de la réhabilitation de l'abattoir. Auparavant, il n'y avait même pas de bloc pour mettre les animaux dedans avant même la saignée. Tout à l'heure, vous avez constaté la présence de blocs. Après, on est passé au piège. Du piège, nous sommes passés à un système de transfert. L'habillage aussi se fait de façon ultra moderne et c'était à mettre au sol. Mais maintenant, vous voyez que tout est suspendu, tout se fait à la chaîne. Et jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui dans la salle, la chambre froide. Aujourd'hui, on peut abattre la nuit, on peut abattre le matin, on peut abattre à midi, on peut abattre l'après-midi. À partir du moment où on a la chambre froide qui fonctionne, on peut conserver la viande ici pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Le nouveau complexe comprend un parc à bétail, un marché de gros, un parc de stabulation, une salle d'abattage moderne, une chambre froide, un espace boucherie et un espace gastronomique. Avec ce nouveau dispositif, l'effectif des employés a été renforcé. Ça fait près de 2 mois, nous formons les agents que nous avons recrutés et nous pensons qu'actuellement ils sont à leur meilleure performance. Mon travail ici, c'est de ramasser les poumons, ramasser les pattes, les têtes. Bon, on nous a appris comment accrocher les poumons pour que les vétérinaires puissent regarder. Au total, 280 emplois directs et 2450 indirects sont à créer. De 60 bœufs par jour dans les années 60 pour alimenter le district d'Abidjan, c'est en moyenne 500 bœufs abattus à ce jour. Les nouvelles infrastructures nécessitent une informatisation du système. On a mis un système de gestion de tout ce qui est abattage. Tous les animaux qui sont abattus sont enregistrés. Dans le logiciel, il y a une attestation qui sort. Cette attestation en double. Ils ont un exemplaire, nous on a un exemplaire. En plus de l'attestation qui va sortir, il y a des tickets d'identification qui vont sortir en fonction des animaux qu'il envoie. Tout ça, ça permet de mettre vraiment un système de transparence, un système de traçabilité pour que chacun puisse retrouver sa carcasse sans problème. Avant, quand on payait nos bœufs, il y avait un couloir où on mettait les bœufs. Et maintenant, dans le nouveau système, il faut être enregistré pour être programmé. Et quand tu es programmé, à ton tour maintenant, c'est là que tes bêtes viennent. Il y a une lenteur au niveau de l'abattage. Vous savez, tout début a des difficultés. Aujourd'hui, nous sommes en train de mieux connaître le système. Le nouvel abattoir de Port-Bouët, d'un coût de 18 milliards à 41 millions de francs CFA, est le fruit d'un partenariat entre le district et une structure privée. La salle d'abattage est opérationnelle depuis mai dernier avec une modification des frais. 22 000 francs CFA par bête contre 21 000 francs auparavant, soit une augmentation de 1 000 francs CFA qui a suscité un mouvement d'humeur chez les chevillards. Aujourd'hui, la situation semble apaisée.
Nous remercions le président de la République et le Premier ministre qui a écouté notre cri de cœur. Ils nous ont donné la gratuité de travailler pendant 1 mois. Vraiment, nous nous sentons maintenant considérés dans nos activités. Il fallait trouver, comme on appelle, un prix qui soit accepté de tous et que ça soit équitable afin que chaque partie puisse vraiment trouver son compte sans que le prix de la viande augmente. Ça aussi, c'est important. Donc, je pense que c'est ce consensus-là que nous sommes en train de chercher et nous pensons pouvoir trouver. Le nouvel abattoir traduit la volonté du gouvernement d'améliorer le secteur bétail et de fournir une viande de qualité à la population. Les abattoirs d'Abobo et de Yopougon, quant à eux, sont fermés pour être rénovés. Pour l'heure, l'abattoir de Port-Boué est le seul à fournir en viande l'ensemble du district d'Abidjan. Couto, ville située dans la région nord du pays. Les populations, avec à leur tête le ministre de la Construction, Bruno Koné, ont participé à une opération grand ménage. Et en marge de cet événement, du matériel de salubrité a été offert au comité local de salubrité et d'hygiène. Eugène Atoubé. Couto, chef-lieu du département dans la région de la Bagoué. Animation particulière au centre-ville. Le ministre Koné, Bruno, n'a bagné, donne le coup de balai de l'opération Grand Ménage dans cette localité. Aussitôt après cet acte symbolique, les autres composantes de la population s'engagent dans la même opération. Une participation massive des populations de Couto à cœur de maintenir propre leur cadre de vie pour le bien-être dans la ville. Un environnement sain, c'est la santé tout d'abord. Et puis, ça fait qu'on a un cadre de vie qui est plus agréable. Donc on vit mieux aussi. Et donc c'est ce que nous souhaitons pour nos populations. Couto doit réussir la transition du village vers la ville. Du matériel de salubrité a été mis à la disposition du comité local de salubrité, remis par Massiré Touré Koné, épouse du ministre Koné Bruno, en charge du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Une invitation implicite adressée aux populations à poursuivre les efforts pour garder propre leur environnement et débarrasser la ville de Couto des ordures, source de maladies. Des étudiants originaires de Couto ont assuré le volet sensibilisation de l'opération Grand Ménage à Couto par un sketch dépeignant les risques et les dangers qu'il y a à vivre dans un environnement insalubre. Autre actualité nationale, le syndicat des chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire exprime sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. La raison, les routes du pays ont été rénovées en quasi-totalité. Les acteurs du secteur des transports terrestres sont au micro de Serge Coléa. Mobilisation des transporteurs à Korogo, capitale de la région du Poro. Objectif, rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et lui adresser leurs remerciements pour toutes ses actions de développement. Je pense aujourd'hui à ces chauffeurs routiers à un moment donné qui, parce que le pont est coupé, étaient obligés de dormir sous la pluie avec les passagers en attendant que peut-être on vienne mettre 2 bois pour qu'ils se débrouillent pour passer. Je pense aujourd'hui à ce même conducteur qui arrive cette fois-ci avec son véhicule devant ce même pont qui lui a créé des problèmes et qui se retrouve aujourd'hui en train de passer sur ce pont sans se rendre compte qu'il est passé sur un pont. Parce que non seulement ça a été refait, mais sa sécurité et sa stabilité est garantie. Je pense à la joie de ce chauffeur aujourd'hui. Initiateur de cette journée hommage au chef de l'État, le président du syndicat national des chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire, Kodevafi, et ses camarades apprécient toutes les actions menées par le président Alassane Ouattara. Nous les chauffeurs, on est contents. On m'a chargé de dire merci au chef de l'État et au Premier ministre. Ils m'ont chargé aussi de dire au Premier ministre, de dire au chef de l'État que le conducteur routier de Côte d'Ivoire, il soutient toutes les actions des chefs d'État. C'est pourquoi nous sommes venus à Korogo pour venir dire merci. Les transporteurs citent, entre autres bonnes actions, le renouvellement du parc automobile, la formation des conducteurs qui contribuent à la sécurisation des usagers. Le syndicat national des chauffeurs des transports terrestres de Côte d'Ivoire encourage le président de la République à poursuivre ses actions de développement. Les transporteurs s'engagent aux côtés du chef de l'État dans la modernisation du secteur des transports en Côte d'Ivoire.
12 recommandations adoptées récemment lors du séminaire international sur la formulation de la politique nationale de la ville ivoirienne. Il s'agit de relever le défi que représente la place des villes dans la transformation structurelle du pays. Les explications de Godefroy Okambawa. Construire ensemble la ville ivoirienne de demain, c'est possible. L'élaboration de la politique nationale de la ville en est une parfaite illustration. Consigné dans un document qu'on peut appeler ici la déclaration d'Abidjan, un outil de plaidoyer qui ambitionne moderniser nos villes et répondre également aux réalités et aspirations de nos populations. Les participants se sont attelés avec grand intérêt à réfléchir sur les articulations de la dite politique pour un développement urbain durable. Occasion pour les experts de faire des recommandations, lesquelles portent entre autres sur les mesures fiscales, l'autonomisation des collectivités territoriales, la mobilité et la planification urbaine. Des résolutions que le ministère de la Ville entend mettre en œuvre pour leur application effective. La finalité de cette politique, c'est d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Idée forte et majeure de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un marqueur de poids et un outil de plaidoyer qui va stabiliser notre politique de la ville, tant auprès du gouvernement ivoirien que des institutions régionales, panafricaines et internationales. Durant 3 jours, ce séminaire sur la politique nationale de la ville, la première du genre en Côte d'Ivoire, jette les balises de la ville ivoirienne de demain. Un nouveau départ pour une urbanisation contrôlée en Côte d'Ivoire. À présent, ces données alarmantes délivrées par le Haut Commissariat des Nations Unies. D'après le rapport de cette organisation, en 2018, les personnes déplacées, réfugiées ou simplement en exil étaient près de 71 millions, un chiffre 2 fois plus élevé qu'il y a 20 ans. Toujours en images, les derniers préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La Côte d'Ivoire a affronté aujourd'hui la Zambie au stade Sheikh Zayed à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. 4 buts pour les éléphants contre un seul pour les Chipolopolo. Félicitations donc à Jonathan Kodia, Jean-Michel Seri, Maxwell Cornette et Wilfried Bonny. Et pour terminer, ce communiqué concernant les droits de diffusion de la CAN Total 2019. Nous, sous-signés Union africaine de radiodiffusion, UAR, agent exclusif de la Confédération africaine de football, CAF, en charge de la commercialisation sur les territoires d'Afrique subsaharienne, au nom et pour le compte de la CAF, des droits médias des matchs de la CAN et des cérémonies associées, attestant que la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, est l'unique détentrice des droits exclusifs de diffusion terrestre des matchs de la CAN Total 2019 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Par conséquent, toute retransmission publique de matchs de la CAN Total 2019 en Côte d'Ivoire est soumise à autorisation préalable de la RTI. Tout contrevenant à cette disposition devra faire face à la rigueur de la loi. En foi de quoi, le présent communiqué est produit pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Dakar le 3 juin 2019, le directeur général Grégoire Ndjaka. Voilà, merci de nous avoir suivis.